Les amis, me voici de retour. J'ai mis pas mal de temps à faire la vidéo, tout simplement parce que j'ai été opéré d'une hernie et j'ai été convalescent 2-3 semaines. Et puis, cette vidéo qui va traiter du moi sous l'aspect de la philosophie m'a pris beaucoup de temps. Voilà. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que j'ai un micro. Ce qui n'était pas le cas des dernières vidéos où le son était assez pourri, quoi. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente où je traitais du moi du point de vue de la psychanalyse en abordant Freud et Jung, je laisse le lien qui mène à la vidéo juste à droite. Alors, le sujet est vaste et compliqué, vous imaginez bien que je n'ai pas pu tout traiter dans cette vidéo. Ici, j'ai abordé Platon, Socrate, Aristote, Descartes, Pascal, Spinoza, Kant, Locke, Hume, Nietzsche, et voilà. Ce qui est déjà beaucoup. Pourquoi j'aborde ce sujet? Parce que on ne peut pas s'élever si on ne sait pas ce que c'est que le moi. Qu'est-ce que le moi? Où il se trouve? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Voilà une question importante. Quand je dis je souffre, qu'est-ce que ça veut dire? Où se trouve ce je? Qu'est-ce que c'est? C'est une substance? C'est une idée? Qu'est-ce que c'est au juste que le moi? Alors, pour Platon, on ne parle pas de moi évidemment à cette époque, on parle plutôt d'âme. Et il aborde le sujet de l'âme véritablement en profondeur dans Alcibiade, que vous pouvez lire sur Internet. Je vous ai pris un extrait du texte qui est long et que je n'ai pas pu tout traiter. Je vous ai pris les éléments qui concernent l'âme. Alors je vais vous replacer Alcibiade dans le contexte, puisque ici, Socrate est enfermé en prison en attendant la mort, qu'il a choisie lui-même pour prouver la supériorité de l'intellect, de la volonté, de la vertu par rapport au corps. Donc il va jusqu'au bout de sa pensée par l'expérimentation de la mort. Alors avant de boire la ciguë, il est enfermé dans cette prison pendant 1 mois. Et pendant cette période, ses amis proches viennent le voir et lui posent des questions. Comment fais-tu pour être serein dans un moment pareil? Alors on a ici la confirmation que ces philosophes ne rigolaient pas avec les concepts, avec la vertu par exemple. Ce ne sont pas juste des beaux parleurs. Ils mettent leurs actes en corrélation avec leurs concepts, leur philosophie. Il ne faut pas oublier que Socrate était hoplite, était un soldat de haut niveau. On peut aussi parler de Sénèque, qui a été accusé de conjuration contre Néron, à qui on a proposé gentiment de se tailler les veines. Bon, il a accepté et il a fait ça de manière très digne. Voilà. C'est dans ce texte qu'intervient la fameuse phrase du « connais-toi toi-même » dont tout le monde a entendu parler,
qui se trouve à l'entrée du temple de Delphes. Mais quand on fait un petit peu de recherche là-dessus, on s'aperçoit que c'est pas Socrate. C'est peut-être Héraclite, Thalès, Pythagore, on ne sait pas. À mon avis, c'est une phrase anonyme d'initié qui remonte à très loin. Parce que c'est en se connaissant soi-même qu'on atteint la lumière. Donc cette phrase résume parfaitement le caractère ésotérique, donc occulte, de l'enseignement que proposaient ces philosophes, puisque la sagesse et la vertu s'acquièrent par cette connaissance de soi-même et donc de Dieu. Du divin, si vous préférez. C'est le principe de la gnose qui permet de retrouver cette part divine en nous-mêmes et de s'élever. Exactement comme chez Plotin ou les proto-chrétiens gnostiques dont on parlera. On peut trouver ça aussi dans le soufisme, évidemment, dans le taoïsme, dans toute la métaphysique hindoue. On trouve ça aussi dans l'alchimie occidentale, médiévale. Voilà, enfin, toutes les voies spirituelles consistent à retrouver cette part, cette étincelle divine. Alors, Platon nous dit « tout ce que l'homme apprend est déjà en lui ». C'est sa fameuse théorie de la réminiscence que je ne vais pas voir ici, parce que ce serait trop long. Ça veut dire que toute voie spirituelle est de retirer le surplus, les voiles qui nous empêchent d'être pleinement présents au monde. Voilà un petit peu l'objectif de cette recherche. Alors, Platon écrit, c'est Socrate qui parle, « Concluons qu'en prenant soin de ce qui est à toi, tu ne prends pas pour cela soin de toi-même. Ce n'est pas par l'art qui nous permettrait d'améliorer quelque chose de ce qui est à nous, mais par l'art qui nous améliorerait nous-mêmes. Nous sommes d'accord pour distinguer celui qui se sert d'une chose de la chose dont il se sert. Par conséquent, le cordonnier et le cythariste sont à distinguer de leurs mains et de leurs yeux, puisqu'ils s'en servent. Maintenant, l'homme ne se sert-il pas de son corps tout entier ? Par conséquent, l'homme est distinct de son corps. Qu'est-ce donc que l'homme ? Alcibiade répond « Je ne sais que répondre ». Socrate, tu sais en tout cas qu'il est ce qui se sert du corps. Alcibiade, oui. Socrate, mais qui s'en sert sinon l'âme ? Alors, puisque l'homme n'est ni le corps, ni le tout, reste qu'il ne soit rien, ou s'il est quelque chose, il faut conclure que l'homme, c'est l'âme. Ainsi, c'est de notre âme qu'il nous est recommandé de prendre connaissance par le précepte de se connaître soi-même. Celui qui connaît quelque partie de son corps connaît ce qui est à lui, mais ne se connaît pas lui-même. D'après cela, si quelqu'un a été amoureux du corps d'Alcibiade, ce n'est pas d'Alcibiade qu'il aimait. C'était une des choses qui sont à Alcibiade. Celui-là seul t'aime qui aime ton âme. Pourquoi, sinon, parce que seul j'étais amoureux de toi, tandis que les autres l'étaient de ce qui était à toi. Or, dans l'âme, pouvons-nous distinguer quelque chose de plus divin que cette partie où réside la connaissance et la pensée ? Cette partie-là, en effet, semble toute divine, et celui qui la regarde, qui sait y découvrir tout ce qu'il y a en elle de divin, Dieu même et la pensée,
celui-ci a le plus de chances de se connaître lui-même. C'est donc Dieu qu'il faut regarder. Il est le meilleur miroir des choses humaines, elles-mêmes, pour qui veut juger de la qualité de l'âme, et c'est en lui que nous pouvons le mieux nous voir et nous connaître. Et ce n'est pas en devenant riche qu'on échappe au malheur, c'est en devenant sage. Voilà la logique qui mène directement à l'âme qu'on peut appeler le moi. Alors, je dis moi, mais c'est bien la plus haute valeur du moi ou de la conscience. Rien à voir avec la persona ou l'idée qu'on a de soi-même qui est complètement factice. Ici, on parle bien du moi un peu comme du soi. Ce n'est pas une chose ou une des qualités qui t'appartient qui représente ton âme, puisque si on retire cette qualité, tu es toujours toi-même. Donc ce n'est pas ton corps. Ici, Socrate distingue le corps de l'âme. Exactement comme Descartes, on va le voir. Et en plus de ça, pour lui, l'âme a quelque chose de divin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et qui doit retourner au divin. Évidemment, c'est Platon qui écrit ce texte, et on peut dire que chez Platon, l'âme est divisée en 3 parties. La raison, le cœur, les passions, etc., et les désirs qu'on pourrait éventuellement assimiler aux instincts primaires de Freud qu'il appelle le ça. Je fais des corrélations un peu faciles, mais bon, c'est pour essayer de comprendre. Donc l'âme, chez Platon, c'est la partie intelligible. Ce sont les idées. Et le corps, la partie sensible. Le siège des pulsions, comme je viens de le dire. Que vise la philosophie ? Eh bien, la philosophie vise à maîtriser ses passions, ses désirs. Elle cherche la tempérance, la sagesse, la vertu, qui mène au bien et au beau. Et le bien et le beau, en tant qu'idée, mènent à l'essence des choses, à savoir leurs idées pures. Voilà. Évidemment, c'est très bref, mais je ne peux pas rester une demi-heure sur Platon. Chez les anciens Grecs, on appelait le souffle l'équivalent du prana. Chez les hindous, on appelait ça le thumos. Et la substance, c'est ousia. C'est la... Comment expliquer ça ? C'est la nature invariable et stable de la chose, qu'on ne peut concevoir que par la pensée chez Platon. On verra que ce n'est pas du tout le cas chez Aristote. Alors, le propre du monde sensible, donc des phénomènes, est d'être éphémère, corruptible, tandis que le monde des idées est éternel. L'âme est immortelle et le corps corruptible. J'entends par âme rationnelle, c'est la raison analytique. C'est l'équivalent de l'être ou du soi, et l'âme irrationnelle des passions, des émotions, c'est l'équivalent de notre ego, on pourrait dire. Alors pour Platon, cette tripartition de l'âme se retrouve dans toute la cité. C'est cette tripartition qui structure l'ensemble de la cité. Il nous dit, n'y a-t-il pas grande nécessité de concevoir
qu'en chacun de nous se trouvent les mêmes formes et les mêmes caractères que dans la cité. Nous avons tout en haut le philosophe roi, c'est la tête de la cité, c'est la partie rationnelle. Nous avons les gardiens, c'est la partie ardente, agissante, celle qui combat, ce sont les soldats, on va dire. Nous avons enfin les laboureurs, les paysans, les artisans. Enfin, c'est la partie désirante, celle qui produit. C'est la partie la plus basse, on va pas se le cacher. Hein. Et alors, quand on regarde bien les castes en Inde, nous avons à peu près la même chose, puisque en Inde, nous avons les brahmanes en haut, ce sont les prêtres. La caste des guerriers, c'est Kastriya, Vaishya et Soudra. Donc c'est à peu près pareil que chez nous, quoi, puisque nous venons de la même souche indo-européenne. Alors pour Platon, le meilleur mouvement est celui qu'on accomplit en soi et par soi. Pour résumer, l'âme ou la conscience, mais le mot conscience n'est pas encore formulé au sens neurologique du terme. Ici, la conscience, c'est la capacité de discriminer le bien du mal. Hein, je suis capable de juger si le fait d'égorger quelqu'un ou de l'aimer est plutôt positif ou négatif. Et d'ailleurs, même si je n'en suis pas capable, la cité le fait pour moi. Hein. Donc, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais la conscience apparaît beaucoup plus tard en tant que conscience neurologique. Elle apparaît avec Locke. On va le voir tout à l'heure. Chez Platon, la conscience, c'est la capacité de se consulter, de savoir si un acte est bon ou mauvais, comme je viens de le dire. Alors, petite citation de Montaigne qui va dans ce sens, dans les Essais, livre 2 que j'ai trouvé. Pour bien comprendre et pour accréditer ce que vient de dire notre ami Platon. Montaigne nous dit « Aussi, à même qu'on prend plaisir au vice, il s'engendre un déplaisir contraire en la conscience qui nous tourmente de plusieurs imaginations pénibles, veillant et dormant. » C'est-à-dire, c'est le juge intérieur qui est en nous. Je commets un acte négatif, je ne suis pas sûr de bien dormir, à moins d'être un psychopathe totalement froid et sanguinaire. Donc c'est en ça que la conscience peut être l'âme ou le moi peut être approché. Cette capacité à raisonner, à éclairer les choses en bon ou en mal. C'est un juge intérieur, on va dire. Alors voilà pour Platon. Maintenant, on va passer à Aristote. Alors pour Aristote, l'âme et le corps sont unis, ce qui est plutôt moderne et qui se rapproche de la vision matérialiste occidentale et scientifique. Alors pour lui, l'âme, c'est la psyché. C'est le principe d'animation, le souffle vital, l'équivalent du prana en Inde. Hein, le prana, c'est ce qui permet de respirer, c'est ce qui anime le corps, même si pour certains courants, le corps est une illusion, un rêve qui n'existe pas. Mais on va en parler plus tard. On abordera toute la métaphysique hindoue en profondeur, mais avant, il faut avoir ce genre de notion. C'est une vidéo un petit peu complexe, mais elle est quand même très importante pour avancer. Alors, donc pour lui, l'âme, c'est le fait d'être vivant. Ce qui anime un corps, c'est sa nature, son essence. Pour lui, l'âme n'est pas matérielle, c'est un principe, un acte. L'âme, c'est la forme du corps. Alors on pourrait penser
le contraire, on pourrait se dire intuitivement, instinctivement, on pourrait se dire l'âme n'a pas de forme et c'est le corps qui a une forme. Eh bien pour lui, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que l'âme est un acte qui met en mouvement une puissance corporelle, un corps. Donc, c'est la forme du corps. La matière étant le substrat indéterminé en soi qui n'existe qu'en puissance. Ça veut dire quoi ? Chez Aristote, il y a une notion d'acte et de puissance. La puissance est virtuelle, elle est potentielle, comme une graine qui n'a pas encore été arrosée, on va dire. Et l'acte va permettre de déployer la graine. Pour lui, la matière et la forme sont totalement imbriquées, contrairement à ce qu'on a vu chez Platon. Voilà ce que nous dit notre ami Aristote. En l'absence de toute sensation, on ne pourrait apprendre ou comprendre quoi que ce fût. Et d'autre part, l'exercice même de l'intellect doit être accompagné d'une image, car les images sont semblables à des sensations, sauf qu'elles sont immatérielles. Alors cette phrase d'Aristote est très moderne, puisqu'elle met en parallèle les émotions, la sensation et la connaissance, ce qui est contraire à la vision idéaliste de Platon, qui considère le corps comme un tombeau, comme une source de problèmes, de nœuds, de contraintes, plutôt que d'élévation. Qu'est-ce qu'on comprend de tout ça ? Chez l'homme, l'intellect peut être conscient de lui-même. Et il est aussi alors capable de se penser lui-même. La forme se pense elle-même, autrement dit, la faculté intellective produit la conscience réflexive. Je ne sais pas si j'ai été clair. La faculté intellective, donc rationnelle, produit la conscience intellective, c'est-à-dire la capacité de juger ses actes. C'est ce que produit la conscience réflexive, c'est-à-dire un retournement sur soi. Évidemment, on aurait pu parler des présocratiques, d'Anaxagore, d'Héraclite, de Thalès, mais la vidéo serait beaucoup trop longue. Alors, la notion de moi est vraiment introduite chez Pascal et chez Descartes. Là, on a vu qu'on parle que l'âme, le moi est l'équivalent à l'âme. Mais ni Descartes ni Pascal n'emploient le terme de conscience. On va le voir plus tard, c'est Locke qui, le premier, parle de conscience de soi. On va le voir tout à l'heure. On a vu que pour Descartes, le moi, c'est le fait de penser. Je pense, donc je suis. C'est le cogito. Voilà ce qu'il nous dit. Il est certain que ce moi, c'est-à-dire mon âme, par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement et véritablement distincte de mon corps, et qu'elle peut être ou exister sans lui. J'ai trouvé une autre phrase que je ne vais pas vous citer, mais qui dit qu'il y a une union entre le corps et l'âme, que les deux forment un, même si ils sont faits de deux substances différentes, et leur point d'union se trouve dans la glande pinéale. Alors la vérité du je suis, j'existe, c'est une conscience qui perçoit sa propre évidence. Je fais l'expérience du moi qui pense et se saisit de lui-même dans l'unité de ses représentations, de ses perceptions, dans l'unité de ses représentations. Je ne sais pas si vous percevez ce que ça veut dire. C'est que c'est toujours le même moi qui est le moi. Ce n'est pas le moi d'un autre. Alors chez Descartes, on voit bien qu'il parle du sujet. C'est pas un naturaliste comme Aristote. Il parle du sujet pour élaborer toute sa philosophie et ses concepts. Donc il rompt avec Aristote. Pour lui, donc, on est dans un dualisme de substance, ousia, la substance c'est ousia. Donc il y a deux substances. Jusqu'à présent, on ne sait pas comment
deux substances, une immatérielle et une matérielle, peuvent interagir. Comment la volonté qui serait immatérielle peut agir sur un corps. Ça n'est toujours pas résolu. Alors, moi qui aime les corrélations, j'ai bien étudié la philosophie Samkhya, qui est une des 6 darsanas hindouistes, une des 6 écoles de pensée, de point de vue. C'est la plus vieille, le Samkhya, c'est la plus vieille, et donc le Samkhya est très très proche de Descartes, dans le sens où on a le Purusha d'un côté, qui est le plan immatériel, la conscience, et on a la Prakriti, qui est les phénomènes énergétiques, on va dire. Même si c'est pas tout à fait pareil, mais il y a des nuances. Mais on n'est pas loin de cette philosophie. Mais on fera une vidéo entièrement sur le Samkhya, yoga, si ça vous intéresse, de Patanjali, et qui est lié au Samkhya. Alors Descartes nous dit mais je ne connais pas encore assez clairement ce que je suis, moi qui suis certain que je suis. Là où il a raison, notre ami, c'est qu'on peut douter de tout, sauf du fait qu'on est. Hein. Si vous doutez du fait que vous existez, je pense qu'il faut aller taper à la porte d'un hôpital psychiatrique. Hein. Ou alors on va vous y conduire de force. Maintenant, je pense que on ne sait pas trop qui on est, ni pourquoi, ni comment. Par contre, on est persuadé d'exister. C'est un peu ce que nous dit notre ami Descartes. Pour Spinoza, que j'apprécie tout particulièrement, il y a une substance qui s'appelle Dieu ou la nature. Et il n'y en a pas d'autres. Il y a des modes différents qui sont caractérisés dans une et même substance qui se déploie un peu comme des hypostases. On va dire que c'est un monisme substantialiste, une interconnexion des modes proche du bouddhisme, sauf que le bouddhisme ne reconnaît pas la substance. Mais on pourra en parler, si vous voulez, on pourra faire une vidéo sur la voie du milieu, Mahayana, qui est représentée par un philosophe extraordinaire qui est Nagarjuna, un peu compliqué, mais qui est vraiment, vraiment fabuleux. Alors, donc, pour notre ami Spinoza, l'âme est liée au corps. Il n'y a pas de séparation entre corps et esprit. On va dire que comment expliquer ça l'esprit, c'est l'idée du corps. C'est-à-dire que la chose peut être regardée du point de vue spirituel et du point de vue corporel. Et l'un et l'autre contribuent à persévérer dans leur être. C'est la notion de conatus chez Spinoza. J'espère que vous suivez. En tout cas, moi, ça me passionne de voir ce que ces penseurs ont élaboré comme théorie, juste sur cette notion de moi. Et on pourrait évidemment faire des vidéos de 20 000 heures, ça ne suffirait pas. Et quelle prise de tête, n'est-ce pas mais c'est important parce que comment se libérer du moi si on ne sait pas ce que c'est? Parce que je vous rappelle que le but de cette chaîne est de se libérer, de devenir complet. Voilà pourquoi j'insiste sur des sujets un peu complexes, mais importants. Alors nous allons voir maintenant notre ami Pascal, qui est un fervent catholique. Je le resitue un petit peu dans son contexte. C'était une personne, c'est un mystique catholique très malade. Et donc vous allez comprendre en quoi sa maladie a déteint sur sa philosophie. Alors pour lui, le moi est très proche de l'ego au sens de l'identité qu'on se fait de nous-mêmes. Donc pour lui, le moi est à bannir. Alors voilà ce qu'il nous dit. Mais si je le hais, en parlant du moi, c'est parce qu'il est injuste qu'il se fasse centre de tout. Je le haïrai toujours.
le moi lui semble parfaitement superficiel et fait d'apparences trompeuses. Et il n'a pas tort. De lui-même, il dit que depuis l'âge de 18 ans, il n'avait pas passé un seul jour sans douleur. Donc c'est un grand malade. Sa nièce, Marguerite Perrier, le précise et le confirme. Elle dit « Il se trouva dans une espèce de paralysie depuis la ceinture en bas, en sorte qu'il le fut réduit à ne marcher qu'avec des potences. » Vous voyez un peu la situation de cet homme. C'est quelqu'un qui doit en chier, pour être clair. Voilà une citation qui corrobore tout ce qu'on vient de dire. Pascal dit « Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on moi ? Non, car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même. » Donc évidemment, quand on est malade comme ça, le moi n'a pas vraiment sa place. L'apparence, l'armure qu'on s'est créée pour séduire les autres et pour manger quelques miettes de reconnaissance. Non, ce moi-là, il est à bannir, comme il l'a dit. Alors pour lui, le moi s'apparente aux qualités d'un être humain, comme sa beauté, ses possessions, sa bagnole. J'ai un bonnet, j'ai un physique très agréable, de beaux cheveux, une belle prestance, une voix superbe. Je sais parler en public, mais Pascal comprend que nous ne sommes pas réductibles à nos qualités, mais bien plus que ça, puisque si on perd ses qualités, je perds mes beaux cheveux, qu'est-ce qui se passe ? Je perds ma femme, qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis plus rien ? Non, je continue à exister. Être fier de ses qualités, de ses possessions, pour lui, est totalement absurde. Et on le comprend, vu sa maladie. C'est quelqu'un qui est allé au fond de lui-même et qui n'a pas le temps pour les apparences trompeuses qui nous collent au cul depuis bien longtemps. Excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais c'est la réalité. Combien de gens s'enorgueillissent d'avoir une belle peau, une belle physionomie, un beau visage, de belles mains. Mais bon, c'est un don de la nature, duquel nous devrions tous être redevables. Et sûrement pas fiers. On ne crée pas sa beauté. Alors, j'ai une citation qui va très bien correspondre à tout ce qu'on vient de dire, que j'ai trouvé dans le manuel d'Épictète, qui est un stoïcien tardif, qui est très intéressant et que je vous conseille de lire. Voilà ce qu'il nous dit Épictète. Ne te vante d'aucune supériorité étrangère à toi-même. Si ton cheval se vantait en disant « Je suis beau », cela serait supportable. Mais toi, quand tu te vantes en disant « J'ai un beau cheval », sache que tu te vantes d'un bien qui est à ton cheval. Voilà. Je crois que c'est très clair. Celui qui est fier d'avoir une belle femme, il se vante d'une qualité qui appartient à sa femme. Et d'ailleurs, le jour où elle part, il perd toute vie et se retrouve totalement vide et nu comme un poulet. Tout ça vient confirmer que nous ne sommes pas nos qualités. Et d'ailleurs, pourquoi se vanter de notre beauté, puisque c'est un apport génétique plus qu'une réalisation, on l'a vu tout à l'heure. Alors, j'ai été très court sur Pascal, sur les autres, mais on doit avancer. Alors maintenant, la fameuse notion de conscience qui nous intéresse arrive avec notre ami Locke au XVIIIe siècle, puisqu'il est né en 1704. Tous les livres dont je vous parle, je vous conseille de les lire parce qu'ils sont vraiment très intéressants.
Donc c'est un petit traité que j'ai là, qui se trouve aux éditions Point. Ça s'appelle Identité et différence. Alors c'est lui le premier qui aborde le problème de la conscience, on va dire, d'un point de vue moderne, et qui va être repris par les neurologues et jusqu'à aujourd'hui. Alors voilà ce que nous dit Locke. Cela posé, pour trouver en quoi consiste l'identité personnelle, il faut voir ce qu'emporte le mot de personne. C'est à ce que je crois un être pensant et intelligent, capable de raison et de réflexion, et qui peut se consulter soi-même comme le même, comme une même chose qui pense en différents temps et en différents lieux. Alors ici, la conscience vient nous éclairer sur le fait que nous sommes toujours le même, avec des contenus différents qui varient. Hein. Je n'ai pas les mêmes pensées, les mêmes sensations, la même voix, les mêmes émotions que quand j'ai 2 ans. Par contre, je peux dire que c'est toujours moi qui suis l'unité, le point qui unifie tous ces contenus. C'est ce que veut dire cette phrase. On avance vers la neuroscience. Alors qu'est-ce que nous dit maintenant notre ami Kant, qui vient un peu plus tard? Il y a un moi empirique, donc qui fait les expériences quotidiennes. Je traverse une rue, j'éprouve, je ressens le chaud, le froid, j'expérimente les différentes affections qui me touchent et me transforment. Voilà ce qu'il entend par moi empirique. Et il y a pour lui un moi transcendantal qui unifie les différents événements de notre vie, sans quoi je n'aurais pas conscience de moi. Hein, j'aurais conscience uniquement d'être une sensation. Mais qu'est-ce qui relie la sensation que j'ai eue à l'âge de 15 ans et celle que j'ai aujourd'hui? Eh bien, c'est le moi transcendantal qu'il appelle un noumen. C'est une idée, ça n'existe pas, c'est une idée. Ça n'a pas de substance. Voilà. Ai-je été clair? Je ne sais pas, c'est à vous de le dire. Vous pouvez très bien dire que dans les commentaires que vous ne comprenez strictement rien à cet exposé et je serai très heureux de m'améliorer. Dans la mesure où je ne suis ni philosophe, ni psychanalyste, ni sage, ni rien du tout. Juste un type qui essaye de sortir de ce bordel et d'essayer d'y comprendre quelque chose. Voilà, donc c'est juste de la vulgarisation et rien de plus. Alors maintenant, nous allons on a presque fini. Je voulais vous parler de Hume, qui écrit dans son traité de la nature humaine. Il dit « Je peux m'aventurer à affirmer que nous sommes rien qu'un faisceau ou une collection de perceptions différentes, se succédant avec une rapidité inconcevable et qui sont dans un flux et un mouvement perpétuel. » Pourquoi je vous donne cette citation? Parce que là, on est très très proche du bouddhisme Mahayana, à savoir une non-substantialité des choses et donc un non-soi. Chez les bouddhistes, il n'y a pas de soi. Anatman. Il n'y a pas d'atman. Même si la question est restée un petit peu floue et qu'elle n'a pas été totalement tranchée. En tout cas, il ne peut pas y avoir de soi puisqu'il n'y a rien de substantiel. Il n'y a pas de fondement dans les choses chez les bouddhistes. On le verra plus tard chez notre ami Nagarjuna. Alors maintenant, on va aborder Nietzsche rapidement. Voilà ce qu'il nous dit. Nous sommes une multiplicité qui s'est construite une unité imaginaire, le moi. Je suis un corps
de part en part, et rien hors cela, et l'âme, ce n'est qu'un mot pour quelque chose qui appartient au corps. Voilà ce qu'il nous dit aussi. Nous nions qu'il existe une volonté, sans même parler de volonté libre. Nous nions la conscience en tant qu'unité et que faculté. Nous nions qu'il y ait pensée, car il nous manque et ce qui pense et ce qui est pensé. Donc dans ces 3 citations, c'est clair que Nietzsche ne croit pas en la causalité du sujet, de la volonté, ni dans sa substantialité. Voilà, c'est très explicite. Alors maintenant, une petite citation de Husserl, qui est un philosophe très important, inventeur de la phénoménologie. Voilà ce que notre ami nous dit. Mais sur les cogitations multiples, c'est-à-dire sur le courant de la conscience qui forme la vie de ce moi, mon moi, le moi du sujet méditant, le moi identique peut à tout moment porter son regard réflexif sur cette vie, qu'elle soit représentation ou perception, jugement d'existence, de valeur ou volition. Il peut à tout moment l'observer, en expliciter et en décrire le contenu. Alors maintenant, un philosophe que j'aime bien, qui s'appelle Thomas Nagel, qui est un philosophe de l'esprit contemporain. Là, on a fait très vite, parce qu'on aurait pu parler de Dennett, on aurait pu parler de tous les philosophes de l'esprit, mais on va s'arrêter là. Alors voilà ce qu'il nous dit. Le fait qu'un organisme possède une expérience consciente signifie essentiellement que cela fait un certain effet d'être cet organisme. Ça me fait un effet d'être un organisme. Mais c'est quelque chose qui est quasiment ineffable. On ne peut pas le décrire. Qu'est-ce que ça fait d'être soi? C'est sans parler de ses cheveux, de ses pieds, de sa clavicule ou de sa bagnole. Qu'est-ce que ça fait d'être soi? C'est extrêmement compliqué. Vous pouvez vous interroger. C'est difficile. Alors, on pourrait parler aussi de Thomas Metzinger, qui a écrit de Ego Tunnel, qui est c'est un philosophe un peu compliqué, mais alors pour lui, il n'y a pas de moi, c'est une illusion, exactement comme chez les bouddhistes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolé pour cette absence d'un mois qui a été un peu longue. Je vais essayer d'être un peu plus réactif, maintenant que je vais mieux. La prochaine sera sur le moi du point de vue des neurosciences. La suivante sera celle qui nous intéresse le plus, c'est le moi du point de vue de la spiritualité. Donc là, on va aborder soufisme, taoïsme, alchimie spéculative. On va aborder évidemment la métaphysique hindoue. On pourra même parler de chamanisme, si vous voulez, à travers l'œuvre de notre ami Mircea Eliade. Bon, ben voilà, j'ai fini. J'espère que ça vous a plu. Essayez de mettre un j'aime, de vous abonner, parce que c'est comme ça que la chaîne se fait connaître. Et puis ça me motive. Voilà. Je vous dis à très vite. Et je vous salue.